15h30 et donc poursuivre notre série d'auditions avec celle de Yves Breton, préfet de Haute-Savoie, nommé donc depuis le 23 août 2023. Monsieur le préfet, avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal, et notamment de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Je vous invite à prêter serment à dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure ». Je le jure. Merci beaucoup. Et également, je dois vous demander, monsieur le préfet, si vous auriez d'éventuels liens d'intérêt avec l'objet de notre commission d'enquête. Non, aucun à ma connaissance. Merci beaucoup. Donc, je rappelle principalement pour les internautes, puisque, comme vous le savez, cette audition est retransmise en direct sur le site du Sénat, que ce dernier a constitué le 20 novembre dernier une commission d'enquête sur les pratiques des industriels de l'eau en bouteille. Au début de l'année 2024, plusieurs médias ont révélé les pratiques illégales de certaines entreprises du secteur des eaux embouteillées, en particulier le recours à des traitements interdits sur des eaux minérales naturelles et de source. Notre commission d'enquête du Sénat vise à faire la lumière sur ce dossier sous réserve des éventuelles procédures judiciaires en cours. Donc, nous poursuivons cette série d'auditions visant à mettre en lumière l'action des autorités à l'échelle locale en ce qui concerne les exploitants d'eau minérale naturelle. En tant que préfet de Haute-Savoie, vous opérez dans une région où l'activité des embouteilleurs est importante pour l'économie locale. Pouvez-vous rappeler les principaux sites bénéficiant d'une autorisation d'exploitation dans votre département de la Haute-Savoie et nous indiquer ce qui représente en termes de chiffres de production, de chiffre d'affaires et d'emploi pour le département? Des points réguliers sont-ils effectués par les services de la préfecture et l'ARS sur le contrôle des eaux minérales naturelles et des eaux de source exploitées dans le département? En quoi les affaires qui ont touché les groupes Alma et Nestlé Water ont-elles fait évoluer votre dispositif de contrôle au niveau local en Haute-Savoie? En particulier, une attention particulière a-t-elle été portée aux dispositifs susceptibles d'être dissimulés par les industriels? Globalement, comment évaluez-vous la coordination entre tous les services impliqués dans le contrôle des embouteilleurs? Quelles leçons tirez-vous de cette crise qui entame la confiance des consommateurs pour un secteur auquel nous tenons tous? Voici quelques questions sur lesquelles notre rapporteur vous interrogera. Donc, je vous propose de dérouler cette audition en 3 temps, monsieur le préfet. Vous pouvez présenter, votre travail et vos réflexions en 15-20 minutes, et puis après, notre rapporteur ainsi que moi-même, on pourra vous poser diverses questions. Donc, monsieur le préfet, vous avez la parole. Merci, monsieur le président, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs les sénateurs. Effectivement, peut-être, comme vous m'y invitez, monsieur le président, rappeler la place et l'importance du secteur des eaux embouteillées dans le département de la Haute-Savoie. Avec deux acteurs importants, les eaux d'Évian, évidemment, le site de Thonon également, et puis je rappellerai, plus pour l'anecdote, l'eau embouteillée de Megève, puisque là, il s'agit d'un tout petit site de dimension vraiment très, très modeste. Mais si l'on parle des 2 principaux sites, bon, d'abord le site des eaux d'Évian, qui appartient au groupe Danone. La société anonyme des eaux minérales d'Évian appartient donc au groupe Danone et c'est le premier employeur privé de l'arrondissement de Thonon-les-Bains, le Chablais, puisque c'est plus de 1000 personnes salariées pour l'usine d'embouteillage de Publier et au moins 200 personnes au siège de la filiale eau du groupe Danone sur la commune d'Évian. Sur le plan de la production, c'est 1,5 milliard de litres. Si on le traduit en nombre de bouteilles, c'est 6 millions de cols par jour. Et Évian est sans doute une des marques les plus connues au monde de par l'exportation massive de cette eau minérale un peu partout au plan international. Si ensuite on va sur le 2e site, qui est également dans l'arrondissement de Thonon-les-Bains, au bord du lac Léman. Il s'agit de la société des eaux minérales de Thonon. Cette société appartient au groupe Alma. Le volume d'eau embouteillée est d'environ 130 millions de litres par an, soit un peu plus de 400 000 cols par jour. Et cette
eau de Thonon est vendue sous deux appellations, puisqu'il y a la source de la Versoix est vendue sous l'appellation eau de Thonon, et là on est à 350 000 m3 par an, et l'autre marque est la marque Saint-François qui est vendue en marque distributeur, enfin la source Saint-François vendue en marque distributeur, et là on est à un volume maximum autorisé de 200 000 m3 par an. Et puis, comme je vous l'indiquais en introduction, peut-être rappeler l'existence d'un atelier d'embouteillage d'une autre source de montagne, donc la source de l'Assas à Megève. Mais là, on est vraiment sur un volume anecdotique, puisque c'est 50 000 cols et 37 m3 produits en 2024. Donc une toute petite production très confidentielle, destinée essentiellement au marché de la restauration. Alors sur la question des contrôles, puisque c'est l'objet de votre commission d'enquête, l'organisation en Haute-Savoie est assez comparable, je pense, à ce qui vous a été présenté par les collègues préfets qui m'ont précédé sur ce banc, à savoir un partage des rôles essentiellement entre deux administrations, l'Agence régionale de santé et la direction départementale de la protection des populations. Avec évidemment la compétence et sous l'autorité du préfet de département. Je citerai aussi comme service impliqué la direction départementale des territoires au titre de la police de l'eau notamment, et des instructions relevant des autorisations environnementales. Alors si on vient sur le rôle des uns et des autres, sans rentrer dans les détails, parce que ça je pense que ça vous a été expliqué à plusieurs reprises, si on simplifie un peu outrageusement, donc l'Agence régionale de santé sur l'autorisation sanitaire, la mise sur le marché, et puis donc les contrôles ensuite de second niveau, inspection, contrôle des mesures, programme d'analyse, et la direction départementale de la protection des populations, au titre en particulier de ses compétences en matière de concurrence, consommation, répression des fraudes, sur tout ce qui relève des pratiques commerciales et donc de la loyauté et de la confiance que le consommateur peut avoir dans les informations qui lui sont données. Les deux services, donc évidemment, collaborent ensemble sur un certain nombre de sujets. On peut parler de l'étiquetage, par exemple, puisque DDPP et la DDPP est consultée par l'Agence régionale de santé sur au moment de l'instruction du dossier d'autorisation pour ce qui relève de l'étiquetage, et donc qui sera ensuite un des points de contrôle. À ce stade, et je répondrai évidemment à toutes vos questions tout à l'heure, sur la question de la coordination des contrôles, qui est évidemment sur cette matière, comme sur beaucoup d'autres, une des fonctions essentielles du préfet, puisque là, on a des administrations qui sont soit placées directement sous son autorité, c'est le cas de la DDPP, donc au sein du périmètre administration territoriale de l'État, soit ce sont des administrations qui ne sont pas placées sous son autorité hiérarchique, mais qui, au titre d'un protocole, agissent au nom du préfet et proposent des décisions au préfet. Donc, il s'agit d'une part de les faire travailler ensemble. Donc, sur la question des réunions sur ce sujet, autant vous le dire, pas de réunions spécifiques ou je dirais de comité de coordination ad hoc sur la question des eaux embouteillées, mais une habitude de travail qui est bien ancrée dans le département de la Haute-Savoie entre les services préfectoraux et l'Agence régionale de santé. On a notamment eu à traiter depuis 2022 la question des pollutions industrielles avec ces polluants dits éternels que sont les PFAS, puisque la Haute-Savoie, comme département du Rhône, est concernée par la présence massive de cette famille de produits chimiques sur le bassin industriel de Rumilly et sur Annecy. Donc je dirais que les habitudes de travail sont vraiment forgées entre les différents services. Sur les modalités de coordination, c'est à la fois une coordination, je dirais, managériale, notamment dans le cadre du Collège des chefs de service de l'État. Sur un plan hebdomadaire, sous ma présidence, sont présents autour de la table non seulement le directeur de la protection des populations, le directeur départemental, mais aussi le délégué territorial de l'Agence régionale de santé. Et c'est aussi au travers de cette collaboration régulière que se créent des liens de travail qui sont utiles pour l'ensemble des dossiers qu'ils ont à traiter ensemble sous mon autorité. Et puis, évidemment, sur ces
les sujets industriels, des réunions ad hoc sur tel ou tel thème. Et j'ai évoqué les PFAS parce que depuis maintenant quasiment 3 ans, c'est un sujet qui nous a beaucoup occupé. Donc sur la question des procédures, très clairement, et sans doute des progrès à réaliser. En tout cas, sur ces sujets comme sur d'autres, les services territoriaux sont toujours preneurs des bonnes pratiques et de ce qui peut être inspiré et donc donné comme exemple par l'administration centrale. Moi, je voulais à ce stade souligner l'esprit de coopération dans lequel on a abordé le thème de votre travail avec l'Agence régionale de santé, puisque la compétence, l'expertise technique sont désormais au sein des ARS. En tant que préfet, moi j'ai besoin de cette compétence technique. J'ai besoin aussi d'un circuit d'information qui, évidemment, fasse remonter les problèmes quand il y en a. Et les 2 services que je viens de rappeler, des DPP et ARS, sont au contact fréquent des industriels et donc à même de pouvoir m'informer sur les dysfonctionnements éventuels. Avec, pour nous aussi, l'impératif de rappeler aux industriels la nécessité de nous informer rapidement des éventuelles difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Objectivement, moi, depuis maintenant presque 3 ans, puisque vous avez rappelé que j'ai pris mes fonctions fin août de l'année 2022, la seule vraie difficulté que j'ai pu rencontrer, c'est des délais d'information de 2 ou 3 semaines, là où il faudrait qu'on soit beaucoup plus vite informé. Mais s'agissant de problèmes qui, à ma connaissance, n'étaient que des problèmes, je dirais, de nature... d'importance limitée, quoi, notamment pour ce qui concerne Evian, un sujet de lot de bouteilles qui avait été donc cédé à un intermédiaire pour destruction et qui se sont retrouvés sur le marché, ce qui a impliqué un rappel de ces bouteilles par la société. La société nous a informés du sujet. On aurait souhaité qu'elle le fasse un peu plus vite, ce qui lui a valu un avertissement. Vous avez terminé vos propos préliminaires? Oui. Non, pour moi, c'est d'accord. À votre disposition. Bon, je vais laisser la parole à notre rapporteur. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Préfet, d'être avec nous. On continue, si vous voulez, notre tour de France un petit peu des pratiques et des sites et des départements où il y a de l'embouteillage pour comprendre comment les choses se passent dans les différents territoires. Peut-être revenir sur le dernier élément que vous avez porté à notre connaissance et dont nous n'avions pas connaissance. Est-ce que vous pouvez juste revenir dessus et nous expliciter ce qu'il s'est passé? Et vous déploriez un délai d'information un peu trop long. Est-ce que vous pouvez nous refaire la chronologie de cet événement et de cet incident, s'il vous plaît? Bien sûr. Donc novembre 2022, la société d'exploitation des eaux d'Évian nous signale un problème de détournement de bouteilles d'eau minérale, donc un format de 50 centilitres. Donc un lot fabriqué en 2021 est destiné au marché asiatique. Ces bouteilles étaient parties à la destruction car elles étaient susceptibles de contenir des fragments de matière plastique provenant de la détérioration d'une plaque de trémie au stade du convoyage des préformes, dont le processus de production, une incertitude sur la qualité des bouteilles. Et ces bouteilles qui devaient être détruites par le prestataire, en fait, se sont retrouvées à la vente au détail dans le sud de la France. Donc... C'était pas dans le Gard, au moins. Je pense que c'était plus à l'est, c'était plutôt sur la bande méditerranéenne, Monsieur le Président. C'était autour de Marseille, d'après ce qu'on a pu savoir. Donc l'industriel lui-même n'était pas en cause, puisqu'il avait bien fait diligence pour faire détruire ces bouteilles. C'est le prestataire, en l'occurrence, qui était en cause. Ce qu'on a indiqué à l'industriel, en revanche, c'est le délai de prévenance, puisqu'on a été prévenu quelques semaines après le constat de cette défaillance du prestataire. Donc, objectivement, voilà, c'est un élément que je situe, parce qu'en plus, c'est un secteur industriel où il y a un certain nombre de prestataires,
par exemple là pour la destruction donc de l'eau considérée comme non conforme et donc non, enfin, qui n'aurait pas dû être vendue sur le marché. Et c'est aussi un point de vigilance par définition. Merci beaucoup. C'était un point, évidemment, avant de venir au cœur du sujet. Vous avez beaucoup évoqué les relations État-ARS. On aimerait aussi, pour éventuellement les recommandations que pourrait faire cette commission, avoir votre regard sur ce fonctionnement à double commande où, par moment, je dis ça pas ça de manière péjorative, mais on a l'impression que le préfet n'est qu'une griffe à la fin d'un processus qui dépend assez peu de lui. On a vu des préfets qui faisaient face à des délais d'instruction très importants des services de l'ARS sur lesquels ils n'ont pas pleinement autorité. Enfin, donc on voulait avoir votre regard sur le fonctionnement, avec peut-être un focus sur ce qui nous concerne nous, même si franchement votre propos général nous intéresse sur ce fonctionnement. Ensuite sur les modifications d'arrêtés préfectoraux concernant les sites d'embouteillage, est-ce que vous avez eu à en faire ? Est-ce que vous pouvez nous indiquer dans quel délai ils se sont faits? Parce qu'on observe dans certaines préfectures des délais très longs. Voilà, avoir votre regard et puis votre analyse sur les dernières années de ce point de vue-là. Merci. Alors, donc le système, effectivement, comme je le rappelais, fait appel à des administrations soit placées directement sous l'autorité du préfet, soit en tant que de besoin dans le cadre d'une mission précise et dans le cadre d'un protocole. Hein, c'est le cas avec l'ARS. Donc voilà, c'est un état de fait. Moi, je ne porte pas de jugement sur cette situation. L'enjeu pour le préfet de département, c'est d'assurer au mieux la coordination entre les différents services impliqués, éviter les fonctionnements en silo, hein, qui sont toujours un risque, hein, c'est-à-dire chaque service assumant sa mission, je dirais correctement, mais sans savoir ce que fait le service d'à côté, hein, qui est un fonctionnement toujours possible dans une structure compliquée, enfin complexe exactement. Donc ça, c'est évidemment pour nous un sujet. Alors, pour répondre à cet enjeu, deux éléments de réponse. D'abord, la coordination assurée par le préfet lui-même auprès des dirigeants de ces structures, ce que je vous indiquais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire à la fois pour ce qui concerne, par exemple, la relation avec l'Agence régionale de santé, la relation avec le délégué territorial, puisque Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 12 départements, hein, donc une ARS de vaste importance. Donc le délégué territorial, évidemment, un interlocuteur très important dans chaque département du préfet de département. Donc comme je vous l'indiquais, pour nous, en Haute-Savoie, c'est important qu'il soit partie prenante du collège des chefs de service. Et puis aussi, évidemment, avec la directrice générale elle-même, puisqu'en l'occurrence c'est une directrice générale pour ce qui concerne l'Agence régionale de santé, des rencontres régulières sur l'ensemble des sujets du champ de compétences de l'ARS, alors certains d'ailleurs qui ne dépendent pas du préfet, mais aussi sur la partie de travail de l'ARS qui est fait au nom du préfet. Alors ensuite, pour répondre à votre question, monsieur le rapporteur, sur le préfet qui la griffe, c'est toujours un risque, hein, c'est-à-dire que regarde la nature technique des sujets, vous avez beaucoup évoqué depuis le début de vos travaux les questions de filtrage et autres, qui sont des questions quand même techniquement très, très, très pointues. Hein. Il est sûr que l'expertise, elle se trouve dans les ARS. Hein, et que, en tout cas, moi, je ne suis pas spécialiste de ces sujets, je le dis très, très humblement. Hein. Mais en revanche, le protocole ARS préfecture et la relation que j'entretiens avec les cadres de l'ARS, que ce soit à Annecy ou à Lyon, cette relation doit faire remonter les difficultés si elles se posent. Et dans des termes qui soient je dirais, compréhensibles aussi par un préfet pour pouvoir prendre la décision qui s'impose au regard des enjeux divers que recouvre l'exploitation des eaux embouteillées. Hein. Vous avez rappelé notamment le poids économique que cette activité représente, en Haute-Savoie en particulier, mais dans d'autres départements. Donc le point de vigilance, c'est évidemment la bonne connaissance de ces interlocuteurs. Ensuite, sur la question des délais, ça c'est un deuxième aspect important des choses, c'est que aussi bien dans les services territoriaux de l'État que dans les agences régionales de santé,
Le sujet, c'est à la fois la ressource humaine en quantité et en qualité. C'est-à-dire qu'il soit une expertise capable de pouvoir conseiller utilement le décideur. Donc, si on parle du service qui relève de l'administration territoriale de l'État, c'est-à-dire la direction départementale de la protection des populations, bah, c'est un service qui est sous contrainte, hein, incontestablement. Enfin, je ne reviendrai pas sur le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023, hein, sur les moyens d'action du préfet. Donc ça, c'est un sujet sur lequel moi, je suis évidemment, comme tous mes collègues, très attentif, hein, c'est de pouvoir conserver une capacité d'expertise dans les services qui sont sous mon autorité. Et évidemment, j'imagine que pour l'ARS, c'est le même sujet. Alors, sur les délais, je pense qu'ils sont en fonction aussi des sujets à remédier. En tout cas, la préparation de cette audition a été l'occasion de rappeler un certain nombre aussi de points de vigilance, hein, puisque c'est aussi ce qu'on attend en fait, aussi bien de l'administration centrale que du rapport que vous allez nous produire, c'est-à-dire pouvoir surveiller ce qui doit être surveillé en priorité. Et être pleinement attentif à la fois à la qualité de l'eau évidemment mise en bouteille et puis plus globalement sur toutes les pratiques des industriels. C'est ce que j'évoquais en introduction, c'est-à-dire que ce qui est pour nous, pour une administration je dirais, territoriale, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir une vision sur les bonnes pratiques, les points de vigilance, enfin tout ce qui peut faciliter le travail et rendre le plus efficient possible notre politique de contrôle. Merci, merci beaucoup pour ce point. Peut-être un peu sur les événements, enfin, juste pour quand même aller au bout de la question sur les autorisations, sur les modifications. Est-ce que vous avez des demandes de modification en cours? Est-ce que vous en avez eu? Et est-ce que vous pouvez me dire les délais d'instruction sur les demandes de modification que vous avez connues depuis que vous êtes en poste ou avant? Alors ça, pour rentrer dans les détails, ça, je vous proposerai peut-être de le faire par écrit, puisque on doit répondre pour pouvoir vous donner des exemples concrets de délais d'instruction. Parce que là, sur ce plan, honnêtement, j'ai pas connaissance au moment où je vous parle d'instruction en cours. Non, enfin en tout cas des délais Et est-ce qu'il y a des instructions, des demandes de modification en cours ou qui ont eu lieu récemment? Alors, on a, par exemple, pour Evian, on a une modification qui est intervenue fin 2024. D'accord. Hein, donc, avec la rectification d'une imprécision, notamment dans un arrêté, puisque la question nous a été posée récemment, sur la question du microfiltrage. Hein, donc, il y avait une coquille qui a été... alors, l'arrêté était de 2012, l'arrêté correctif est de 2024. Hein, bon. Mais en l'occurrence, d'après les contrôles menés entre 2012 et 2024, cette coquille sur l'arrêté n'avait pas eu de conséquences sur l'activité même de... Et la coquille, quelle était-elle? C'était en fait, sur le microfiltrage, c'était égal ou au plus, était égal ou au moins. Enfin, donc en fait, la logique était inversée, quoi. Ce qui était grossièrement irrégulier, quoi. D'accord. Alors, et sur les... à la fois ce qui concerne Evian, je vais évacuer les eaux de Megève, parce qu'en effet... Oui. Hein. Non, je les ai indiqués parce que j'ai compris que la Commission avait une vision exhaustive des sujets. Tout à fait. Je voulais être sûr que... Mais peut-être... Combien vous avez dit? 37 combien par an? 37 mètres cubes, en tout cas, c'est ce qui m'a été donné, je crois. Avec une période d'exploitation qui est assez réduite dans l'année. Hein. Oui, d'accord. Non, pour revenir sur les deux principaux sites qui vous concernent, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, en l'état de vos connaissances, est-ce que sur les deux sites, l'arrêté préfectoral est respecté? Alors, à ma connaissance, oui, puisque les contrôles sont opérés. Par exemple, puisque ça, c'est évidemment une question essentielle, le dernier contrôle opéré sur Evian, c'est fin 2024, octobre ou novembre, et à ma connaissance, le personnel en charge de ce contrôle n'a pas relevé d'irrégularité par rapport aux arrêtés d'autorisation. Vous avez eu un rapport d'inspection? Oui. D'accord. Sur Thonon, d'ailleurs sur les deux, est-ce que vous pouvez nous confirmer que, mais vous l'avez dit sur Evian, qu'il n'y a pas de microfiltration sous les 0,8 microns qui sont pratiqués, ou bien vous avez connaissance de filtration sous les 0,8 microns?
À ma connaissance, les arrêtés sont respectés et la réglementation sur le microfiltrage est respectée. Donc, il n'y a pas de filtration sous les éoliennes micron à votre connaissance. Voilà, en tout cas, on n'a pas fait remonter de sujets de cette nature. D'accord. Peut-être pour voir la manière dont le sujet a été appréhendé, on a une question qui se pose beaucoup dans cette affaire des eaux minérales naturelles, c'est la communication entre l'administration déconcentrée de l'État et les ministères centraux. Et là-dessus, je voudrais vous interroger sur différents points. D'abord, est-ce que d'une manière ou d'une autre, et à quel moment, votre département, votre préfecture, a-t-elle été destinataire du rapport de l'IGAS sur le sujet? Et l'a-t-elle été? Ensuite, avez-vous été destinataire du bleu de Matignon qui concernait le plan de transformation de Nestlé au premier chef, mais qui disait aussi des choses sur les pratiques de microfiltration? Est-ce que vous avez eu des informations sur ce point? Et plus largement, quels ont été vos contacts entre l'administration, la Direction générale de la santé, les cabinets, éventuellement les ministres, tout au long de cette année, et d'ailleurs même depuis votre prise de poste, sur cette affaire? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu une idée claire des échanges qui ont pu avoir lieu? Alors, sur le premier point, sur la mission IGAS, l'information de cette mission a été donnée, donc, en l'occurrence à mon prédécesseur, le 25 mars 2022. Donc, cette mission qui s'est déplacée à Évian donc, était connue. En revanche, moi, le rapport n'a pas été transmis. Enfin, moi, j'en ai pas connaissance. Hein, donc, pour la question du bleu de la RIM la réunion interministérielle à laquelle vous faites allusion, ce bleu, je l'ai pas non plus en ma possession, ce qui est d'ailleurs assez habituel, puisque les bleus sont rarement transmis au préfet. En tout cas, d'expérience, j'en ai peu reçu. Alors, ils sont en général retraduits sous forme d'instruction? Souvent, c'est ça, oui. Enfin, puisque c'est un accord interministériel validé par le Premier ministre, et en général, ça se traduit par une instruction ministérielle, interministérielle, selon la nature des choses. Et sur le dernier point, non, j'ai pas connaissance que le rapport de l'IGAS et les travaux postérieurs, notamment liés à cet examen interministériel, aient donné lieu à des instructions, mais elles sont sans doute en cours. Enfin, ça, je pense que votre travail d'investigation vous a permis de faire le point sur le sujet. Donc vous n'avez eu aucun échange vous-même avec les ministères centraux, potentiellement des préfets qui sont confrontés à des difficultés analogues ou plus graves d'ailleurs dans d'autres départements d'embouteillage? Il y a eu de ce point de vue-là aucun changement, j'ai envie de dire, depuis la révélation non, des faits ou avant? Comme je vous l'indiquais, en fait, les sujets auxquels nous avons été confrontés n'étaient pas de nature à soulever, je dirais, plus de difficultés que que les mesures qu'on a prises pour y remédier. Donc de ce point de vue, pas de gestion de crise ou autre qui nécessite de faire appel à des ressources extérieures. On a pu gérer ces sujets sur un plan, je dirais, local, quoi. Mais comme je vous l'indiquais, on est toujours preneur, nous, d'orientation, puisque c'est des sujets qui sont complexes, c'est des sujets qui sont techniques, et donc tout éclairage, je dirais, de nature nationale est forcément bienvenu, quoi. Et dans le même sens que question de rapporteur, est-ce que ça vous est arrivé, monsieur le préfet, d'évoquer ce sujet entre préfets, département concerné, quand vous vous retrouvez, je sais pas, à Beauvau, tous réunis? Est-ce que vous faites un sous-groupe préfet au minéral? Ou est-ce que vous avez appelé? Parce que vous avez vu, vous allez me dire que vous faites comme nous, vous lisez dans la presse beaucoup de choses. Est-ce qu'un préfet, par exemple, du Gard ou des Vosges, vous a appelé, ou vice-versa, pour avoir un peu votre vision, vous, sur ce dossier-là, dans votre département, par exemple? Alors, pour répondre à votre première question, enfin, des réseaux thématiques dans le corps préfectoral, il y en a un certain nombre, pas sur l'eau minérale à ma connaissance, mais
Donc, parce qu'effectivement, c'est une procédure assez classique, hein, confronté à une difficulté, on essaye de voir avec un collègue, alors souvent plutôt sur une base interpersonnelle, bon, quelles mesures il a pu prendre pour y remédier. Mais en l'occurrence, pas sur ce sujet-là, pour les raisons que je viens de vous indiquer. Ensuite, la réunion des préfets est souvent l'occasion aussi pour des directeurs d'administration centrale de venir présenter une problématique. Bon, en l'occurrence, celle-là ne nous a pas été présentée, mais il est possible qu'elle le soit dans les semaines et les mois qui viennent. Et est-ce qu'avec votre prédécesseur, vous avez eu un échange, alors, qui est des fois par téléphone, parce que des fois, votre prédécesseur il peut être muté dans notre département, sur ce sujet-là? Alors, pas sur ce sujet-là, très, très clairement, parce que, bon, effectivement, mais on a eu un échange avec mon prédécesseur qui m'avait, par exemple, évoqué les sujets de pollution industrielle liés à la famille des PFAS, hein, qui est un sujet qui était émergent donc, à la mi-2022 et sur lequel on avait échangé ensemble. Merci. Au-delà des instructions reçues, vous découvrez par la presse qu'il y a un groupe, Almasource, qui est concerné et qui opère dans votre département. Est-ce que vous avez demandé à l'ARS, vous, préfecture, ou est-ce que l'ARS vous a proposé des contrôles, un renforcement des contrôles, un caractère inopiné des contrôles, comment interagissent aussi localement les services déconcentrés de la DGCRF et ceux de l'ARS? Est-ce que c'est des contrôles joints systématiquement? Est-ce que ça peut être des contrôles séparés? Donc, au-delà de l'instruction, vous, de votre initiative, est-ce que les révélations ont changé quelque chose? Est-ce que vous avez mis en œuvre et ce qui devait se dérouler? Alors, donc, j'insiste sur un point hein, que je vous indiquais tout à l'heure, c'est qu'à ma connaissance, sur le site de Thonon-les-Bains, il y a... Tout à fait, mais c'est le même groupe, oui, donc c'est un point d'attention. C'est un point d'attention, effectivement, mais voilà, en tout cas, jusqu'à présent, bon, en revanche, les autres Thonons font l'objet d'un contrôle tous les 3 ans, hein, donc ce contrôle aura lieu en 2025. Donc effectivement, par rapport à la question que vous me posez, je souhaite que ce contrôle soit interservice hein, pour pouvoir aussi examiner l'ensemble de la gamme des points de contrôle. Et le sont-ils usuellement ou pas? Alors, en tout cas, alors c'est pas à mon niveau que se font les choses, mais il y a un contact entre les agents responsables de ce contrôle, aussi bien au sein de l'ARS que de la DPP. Comme je vous l'indiquais en introduction, sur une base plus informelle que formalisée dans le cadre, par exemple, d'un comité spécial eau embouteillée. D'accord, donc il n'y a pas eu de modification de pratique de contrôle ou de cadence des contrôles à la suite de ces révélations? Enfin, comme je l'indiquais, dans la mesure où, à ma connaissance, et jusqu'à présent, pas de manquement sur les contrôles menés de manière régulière et je dirais conforme aux pratiques, on n'a pas eu l'occasion de pouvoir déclencher une autre forme de contrôle. Très bien. Et dans vos archives, sur ce qui a pu se passer aussi au niveau de la préfecture, est-ce que vous, ou d'ailleurs vous-même, est-ce que vous avez eu parfois des décisions administratives à prendre? J'entends par là un déclassement de forage, un arrêt d'exploitation, des mises en demeure. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux dans notre périmètre, hein, évidemment, sur les eaux minérales naturelles, sur finalement l'historique du sujet dans votre département? Alors, pour vous donner un exemple concret, donc sur le site d'Évian, un des forages, donc il y en a 17 au total, hein, un des forages est déconnecté depuis janvier 2024 sur proposition de l'exploitant lui-même. Hein, pour cause de présence dans ce forage d'un composé organique volatile, qui est en l'occurrence le TBE. Donc ça, c'est sur proposition du... Qu'est-ce que c'est que le TBE, s'il vous plaît? Alors, c'est un composé organique volatile, là aussi, comme je vous l'indiquais tout à l'heure. Ça ne m'en dit pas beaucoup plus, mais... Mais en tout cas, c'est une pollution d'origine organique, donc autre que pollution industrielle, quoi. C'est comme ça que moi, je l'ai en tout cas interprété. Donc, elle se caractérise par une forte solubilité dans l'eau, là aussi, je vous cite. Et en revanche, il n'y a pas de seuil de valeur de référence. Hein, donc c'est vraiment sur un principe de précaution que ce forage a été donc déconnecté et neutralisé. Donc
cette déconnexion se fait au mois de janvier 2024, donc avec information de l'ARS par l'exploitant, réunion consécutive donc par visioconférence entre l'exploitant, l'ARS et en l'occurrence la direction départementale de la protection des populations. Donc sur ce sujet, très concrètement, les deux services sont ensemble. Donc le dernier contrôle qui a été opéré, la déconnexion de cet ouvrage a été constatée visuellement et confirmée par exemple fin décembre 2024 par un agent de l'ARS à l'occasion d'une visite de récollement sur un autre forage dans le secteur. Donc vous avez là, par exemple, un exemple à la fois de coopération entre les deux services les plus concernés et de vérification in situ par un personnel de l'ARS. D'accord. Et c'est le seul cas qui vous est connu? En tout cas, là aussi, je pourrais compléter par écrit si vous le souhaitez, mais je voulais. Très bien. Je souhaitais pour cette audition avoir quelques exemples bien concrets sûr, à pouvoir vous présenter. Très bien. Peut-être on a beaucoup évoqué la question, vous avez évoqué vous-même la question des PFAS, qui est un sujet, qui est un vaste sujet, mais un sujet évidemment très important dans votre département. Est-ce que sur la question des PFAS, compte tenu aussi des sujets dans les environs, vous avez une surveillance particulière sur les eaux minérales naturelles sur ce sujet ou pas? Alors, les principaux points de découverte de PFAS sont dans un tout autre secteur du département. Juste pour le rappeler, en revanche, alors là c'est la DREAL en l'occurrence, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement qui est via son unité interdépartementale qui est en charge et qui fait des recherches globalement sur le département. Pour l'instant, on n'a pas repéré de sites où la présence des PFAS est importante. Et à proximité notamment des points de forage et d'exploitation d'eau minérale. Je dirais que la problématique pour nous, PFAS, comme je vous l'indiquais en introduction, elle est forte sur le bassin industriel de Rumilly et également sur le bassin d'Annecy, avec une procédure qui a été mise en place interservices et qui fait aussi évidemment appel à l'information des élus, puisqu'on a mis en place un comité d'élus sur ce sujet spécifique des PFAS avec les élus du bassin de Rumilly et ceux d'Annecy. D'accord, merci beaucoup. Peut-être un dernier point en tout cas pour moi, sur les questions quantitatives et sur la connaissance que vous avez des aquifères, notamment pour ces minéraliers, et la manière dont sont établis les niveaux de prélèvement par les préfectures. Vous avez évoqué des prélèvements qui sont, d'un point de vue, disons, absolu, en valeur absolue, considérables en termes de niveau, sans doute parmi les plus importants de France, peut-être les plus importants pour ce qui concerne Évian. Est-ce que vous avez une analyse qui vous semble suffisamment précise, argumentée de ce niveau des prélèvements et la manière dont vous les évaluez, sur qui vous vous reposez pour ce sujet? Voilà, peut-être avoir votre vision là-dessus. Alors, d'abord, indiquer, si on parle d'Évian, que les seuils maximums de prélèvement ne sont pas atteints, puisque, par exemple, pour 2023, c'est grosso modo 80% seulement de l'autorisation qui est exploitée. Un autre aspect important pour nous, c'est la sobriété hydrique des outils eux-mêmes industriels. Et dans ce cadre, aussi bien l'usine d'embouteillage de Thonon que celle d'Évian font l'objet, on fait l'objet d'une saisine par la direction régionale de l'environnement, pour un plan de sobriété hydrique. Ce qui est, je fais juste une dégageante en deux mots, c'est ce qui est quelque chose de tout à fait d'assez nouveau dans un département comme la Haute-Savoie qui est considéré un peu comme un château d'eau, mais qui a connu en 2023 et surtout en 2022 une sécheresse assez marquée. Et donc, dans cette suite, on a aussi, dans le cadre du plan eau annoncé par le chef de l'État et le gouvernement, on a souhaité que l'ensemble des industriels, y compris ceux de l'eau, soient impliqués dans ces plans. Donc, on est actuellement en discussion avec
les industriels. Je voulais aussi, je ne sais pas si vous avez prévu ou si vous l'avez déjà fait, si vous avez prévu d'entendre le groupe Danone, mais il y a un projet de réutilisation des eaux donc utilisées dans le cycle industriel vers le Golfe, d'Évian, qui appartient également au groupe. Enfin voilà, donc sur la question, la donnée quantitative, en tout cas à l'heure actuelle, les seuils qui ont été fixés ne sont pas utilisés à leur maximum. Et je n'ai pas connaissance de travaux, en tout cas je n'ai pas été saisi d'un sujet ou d'un danger particulier sur les seuils tels qu'ils sont appliqués aujourd'hui. Pour nous, un des enjeux, évidemment, et c'est un enjeu partagé aussi bien avec les collectivités locales qu'avec l'industrie et les industriels eux-mêmes, c'est la protection de la qualité de cette ressource. Là aussi, autour du site d'Évian, s'est développée une procédure assez innovante de protection de l'impluvium et donc de la qualité des eaux filtrées pour garantir en aval la qualité des eaux embouteillées. C'est des sujets sur lesquels État, collectivités locales et industriels sont engagés depuis plusieurs années. Merci. Bon, peut-être dernière question pour moi, après peut-être le président aura les siennes, mais question un petit peu râteau. Est-ce que vous voyez, nous, notre travail ici, c'est aussi de faire des recommandations d'efficacité, de procédure. On a observé, nous, par ailleurs, un certain nombre de dysfonctionnements dans un certain nombre d'autorités de contrôle. Est-ce que vous avez, pour votre part, des derniers éléments que vous voudriez porter à notre connaissance qui vous semblent importants du point de vue des recommandations que pourrait faire cette commission ? Enfin, comme je vous l'indiquais, de toute façon, en matière de coordination, on peut toujours mieux faire. Donc on est preneur, nous, de ce qui pourra être... Enfin, quand je dis nous, c'est l'administration territoriale de l'État qui est en charge de ces sujets. Donc ça, on est de toute façon très disponible pour pouvoir améliorer nos pratiques. Il y a un sujet sur lequel moi je me permets d'appeler l'attention, c'est les moyens humains qui sont à disposition de l'autorité territoriale, du préfet de département ou de la directrice générale de l'ARS. C'est-à-dire que tout notre système repose sur notre capacité à avoir des hommes et des femmes qui sont à même de pouvoir mener ces contrôles, conseiller le décideur. Donc ça, c'est vraiment le point d'intention pour moi majeur. Et donc, si je pouvais me le permettre, je dirais que c'est aussi quelque chose qu'un rapport comme le vôtre doit pouvoir mettre en lumière, c'est la nécessité de conserver au niveau départemental une capacité d'expertise sur des sujets qui sont techniquement complexes et sur lesquels évidemment on a besoin de sachants de haut niveau, quoi. Vous avez terminé, monsieur. Moi, j'aurais une question, monsieur le Préfet, pour savoir, vous êtes donc en fonction de ce beau département de Haute-Savoie depuis presque 3 ans. Est-ce que vous avez déjà eu l'opportunité de visiter les sites industriels d'Évian et de Thonon? Les deux, oui. Oui. Au regard de leur importance. À votre demande? Oui, voilà. Oui, à ma demande. Je l'ai fait dans les 6 mois qui ont suivi ma prise de fonction. Oui. Et est-ce que c'est un sujet qui, de temps en temps, vous est évoqué par les grands élus du département ou par les maires concernés, cette problématique d'eau minérale par rapport, je veux dire, au contexte médiatique qu'il y a autour? Alors, je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter avec les élus, notamment du Chablais, qui sont les plus concernés, mais les deux sites, et notamment celui d'Évian, sont évidemment très importants pour les collectivités locales du Chablais. Il y a un dialogue permanent entre les responsables du groupe Danone et ses élus. Donc, de ce point de vue, aussi bien les eaux d'Évian que les eaux de Thonon, et en particulier les eaux d'Évian au regard du nombre de salariés et de l'importance économique de l'opérateur, sont au cœur de la vie sociale et économique du Chablais, quoi. Merci bien, monsieur le Préfet. Donc, vous n'avez plus de questions, monsieur le rapporteur? Écoutez, il me revient donc de vous remercier. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Préfet, je trouve que écoutez, cette audition, pareil, a été instructive pour nous. Et donc, je crois que vous devez nous donner par écrit, voilà, pour le 28 préciser. Voilà, on sait le peu de personnel qui est dans les préfectures, j'en suis conscient. Je vois que mon message est passé, monsieur le Président. Non, mais même mon préfet du Gard me sensibilise aussi là-dessus. Donc, on le sait. Donc, faites pas de souci, même si vous mettez un jour de plus, faites pas de souci. On ne vous en voudra pas, monsieur le Préfet. En tout cas, merci beaucoup pour cette audition. Et donc, nous nous retrouverons mardi prochain
pour une nouvelle série d'auditions que je crois qu'on va être chargé, monsieur le rapporteur, la semaine prochaine. Merci beaucoup et à mardi Merci, Monsieur prochain. le Président, Monsieur le rapporteur.